Bonjour à toutes et à tous et bon réveil, il est 8h et on est parti pour 15 minutes ensemble. À mes côtés ce matin, Camille Guil, Olivia Bali et Zoé Mizone. Bonjour. Bonjour Joséphine. Alors au programme de ce jeudi 20 décembre, nous reviendrons sur le mouvement des Gilets jaunes. Est-il en train de s'essouffler? Olivia, vous nous en direz un peu plus dans quelques minutes. Nous parlerons également fête de fin d'année, comment célébrer Noël et le jour de l'an de manière écologique, c'est ce qu'on verra. Et pour finir, notre rubrique On a testé pour vous. Notre équipe est partie cette semaine à la montagne, faire une balade en raquette de nuit. Mais tout de suite, notre page d'actualité. Après plus d'un mois de mobilisation, certains gilets jaunes n'ont toujours pas quitté les ronds-points. Sur la Côte d'Azur, à Saint-Isidore, ils sont une trentaine à se relayer jour et nuit. Mais alors, comment s'organisent-ils pour maintenir les blocages? Alexandre Debray, Fiona Bonassin et Zoé Mizone sont partis à leur rencontre. Nous sommes ici au rond-point des Vignes, à Saint-Isidore, à Nice. Si on vous a amené ici, c'est parce que les Gilets jaunes, depuis un mois, tiennent le rond-point et ont formé un vrai campement que nous vous proposons de découvrir. Il y a Didier. Le petit coin de cuisine qu'on est en train d'aménager, on va faire le plancher, un petit plan de travail ici. On va leur fermer devant pour pas qu'ils aient les cendres des feux. Voilà, donc le petit coin cuisine. Petit coin atelier, voilà, avec pareil, tout de l'outillage de prêt, de dons, voilà, il n'y a rien qui a été acheté quasiment, à part un peu au début où j'ai acheté du bois moi-même. J'ai installé mon petit verrou parce que voilà, on va mettre aussi un peu quelque chose prévu. Ça aussi c'est en cours. Je vais fermer, je vais faire un coin isolé, une genre de bureau, réunion de travail, on va dire, pour quand on doit planifier des choses. Micro-ondes, cafetière, bouilloire, l'alimentation, les boissons. On a deux frigidaires. Là déjà le manger qui nous attend pour ce soir. Une vraie famille donc vous disiez? C'est une vraie famille, on se connaît tous quoi. C'est vrai quand il arrive des personnes qu'on ne connaît pas, on dit ah, il est nouveau. Donc bon, on le laisse faire, on l'invite à boire, à manger. Et puis bon, le lendemain il revient et puis voilà, il rentre dans la famille et franchement magnifique. La sécurité, nous vous l'évoquions, est omniprésente. Il faut de la sécurité chaque jour, à chaque heure, afin de déloger les personnes qui ne respecteraient pas les règles des Gilets jaunes et aussi s'assurer que rien ne soit volé dans le campement. Vous l'avez vu donc, une sacrée organisation pour le campement des Gilets jaunes. Alors Olivia, on a découvert là avec ce reportage des gilets jaunes tenaces, déterminés et qui ne sont pas prêts d'abandonner. Pourtant, certains chiffres montrent plutôt une baisse de la mobilisation. Alors quel est le bilan qu'on peut établir là à ce stade? Eh bien, cela fait maintenant 5 semaines, Joséphine, que les Gilets jaunes assiègent quotidiennement les ronds-points, les entrées d'autoroutes et chaque samedi la ville de Paris. Au total, 5 actes ont vu le jour, alors quand certains y voient un mouvement pacifique, d'autres n'hésitent pas à parler de rébellion, voire de guerre civile, et même du deuxième volet de mai 68. À ce stade, le mouvement a obtenu le gel des taxes sur le carburant ainsi qu'une augmentation du SMIC de 100 €, des mesures obtenues par le nombre. Mais alors justement, combien de manifestants les Gilets jaunes ont-ils réussi à rassembler? Eh bien, d'après les statistiques établies, et comme on peut le voir à l'écran, lors de l'acte 1, il y a eu très exactement 287 710 Gilets jaunes partout en France, contre seulement 136 000 lors de l'acte 5. On note donc une bonne diminution des effectifs mobilisés. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et du côté des forces de police? Alors les chiffres concernant les forces de police annoncent quant à eux une augmentation importante des différents actes. Au cours de l'acte 2 par exemple, ce sont 5 000 policiers, pompiers et CRS qui étaient mobilisés contre 69 000 lors de l'acte 5. Les forces de l'ordre ont carrément pris possession du pays, voyant la tournure que prenait le mouvement. Alors quel est l'avenir là du mouvement? Eh bien aujourd'hui, les gilets jaunes les plus coriaces sont encore présents à des points stratégiques, mais le constat laisse penser que le mouvement s'essouffle finalement peu à peu, même si un acte 6 est programmé à samedi 22 décembre. De quoi bien commencer les vacances, Joséphine? J-5 avant Noël, et chaque année, les mêmes questions, sapin artificiel ou naturel, acheter ses décorations ou les faire soi-même. Les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément le moment le plus écologique, mais Camille Guil et Alexandre Debray ont tenté d'y remédier et nous proposent quelques solutions pour faire un cadeau à la planète. Et oui, dans leur quotidien, les Français sont de plus en plus attentifs à leur production de déchets et limitent leur consommation de viande.
Mais pendant les fêtes de fin d'année, c'est une autre histoire. C'est vrai que sur la table des fêtes, il y a vraiment une abondance de viande, poisson, fruits de mer, etc. Donc c'est vrai que quand on enlève tout ça à la fin, il reste les haricots verts ou les marrons. Et c'est vrai que les gens ils se sentent un peu désemparés face à ça. Un Noël éthique, ça demande des ajustements. À commencer par le sapin qui décore de nombreux salons, mais qui n'est pas écologique pour autant. Lorsque l'arbre est coupé, il est fini, quoi. Donc non, il y en a qui sont faits, alors il y en a qui sont mis en pot, donc ils vivent, mais nous dès qu'ils sont coupés, comme vous voyez ici, ils sont sur bûche ou sur croisillon. Mais non, après une fois les fêtes passées, les gens les jettent et ça part à la poubelle, quoi. Alors comment faire? Des alternatives existent et de nombreuses associations les partagent sur les réseaux sociaux. À Nice, dans son épicerie zéro déchet, Cathy a bien des astuces à partager. Moi, j'ai un sapin qui a été fabriqué dans un ESAT à Cantaron, en bois. C'est quelque chose qui est réutilisable. À un moment donné, si on n'en veut plus, ça peut être compostable. On peut s'en servir dans la cheminée. Vous pouvez faire des espèces de petites box beauté. Après, on peut aussi faire des paniers gourmands avec du chocolat, avec des calissons, pourquoi pas des épices, aussi des huiles, découvrir plusieurs huiles. Et après, voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être rajoutées. Vous l'aurez compris, tout est possible. Il n'y aura bientôt plus de choix à faire entre des fêtes de Noël réussies et un geste pour la planète. Il suffit d'avoir un peu de préparation et une bonne organisation. Et maintenant, le billet d'humeur de Camille Guil. Vous n'avez pas pu passer à côté. En début de semaine, l'affaire du siècle a été lancée. 4 ONG et un mouvement citoyen ont attaqué l'État français en justice. En moins de 48 heures, plus d'1 million de personnes ont signé la pétition pour plus d'actions contre le dérèglement climatique. Mais signer une pétition, c'est facile, changer ses habitudes, moins. Prenons l'exemple du voyage. Depuis quelques années, voyager est de plus en plus facile. Depuis 1978, le prix des billets d'avion a baissé de 50%. Aujourd'hui, les étudiants sont encouragés à aller étudier à l'étranger et grâce à des prix dérisoires, faire un tour du monde est devenu la nouvelle tendance. Le nombre de touristes est donc en constante augmentation pour atteindre près d'1,5 milliard en 2017. Mais cette démocratisation du voyage à l'autre bout du monde n'est pas sans conséquences pour la planète. Le secteur du tourisme est désormais responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre et son empreinte carbone a bondi de 15% en seulement 5 ans. Dans certains pays comme la Thaïlande, des sites ont même été fermés, trop abîmés par les millions de touristes annuels. Alors, comme le dit le mouvement, on est prêt? Sommes-nous prêts à renoncer à nos photos de voyage sur Instagram? Sommes-nous réellement prêts à garder les pieds sur terre au nom de notre planète? Merci Camille, et on change d'ambiance avec vous Zoé Mizone, on part à la montagne, c'est ça? Oui, c'est ça, on part à Isola 2000, une petite station située à seulement 2 heures de Nice. On a rencontré sur place Jean-Louis Agnelli qui était l'entraîneur de Mathieu Fèvre. Mathieu Fèvre qui a d'ailleurs remporté la 3e place hier du Géant du Salbach. Je vous laisse regarder. Jean-Louis Agnelli, bonjour. Vous êtes moniteur à l'école de ski ici à Isola 2000. Ouais. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis 1972. Ah oui, ça fait longtemps, hein. Et comment ça s'organise en fait? Comment est-ce qu'un moniteur de ski devient moniteur de ski? Par quelle formation doit-on passer? Disons qu'en règle générale, ce sont des jeunes qui ont fait en général les clubs des sports, disons, et qui ont fait de la compétition de tout jeune. Soit ils ont commencé par le ski scolaire sur Isola, après de la compétition au sein du club des sports, et ensuite ils arrivent à 17 ans, ils commencent à rentrer dans le premier examen qui est le test technique. Et après une formation qui est assez longue et très complémentaire à l'ENSA, qui est l'école nationale de ski d'alpinisme qui se trouve à Chamonix. Alors, depuis toutes ces années, vous avez dû en voir passer des élèves. Vous avez même rencontré Mathieu Fèvre. Comment est-ce qu'il se débrouillait à l'époque? Je l'ai eu petit, oui. C'était un gamin qui était, comme tous les gamins d'ici, très dégourdi en ski, très téméraire, hein, qui n'avait pas peur et qui vraiment, c'était le ski plaisir. Et puis il avait des qualités, disons, un petit peu hors normes par rapport à d'autres gamins, quoi. Mais enfin, tous les gamins, mais disons qu'il aimait ça déjà à fond. Et après, il a pu partir en savoir, où là, effectivement, il est rentré dans un système beaucoup plus spécialisé, où ils ont pu vraiment travailler, l'amener au niveau où il est maintenant, quoi. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier particulier? D'abord, c'est le contact des gens.
n'est-ce pas? C'est le contact des gens, ensuite travailler en plein air, parce qu'on adore ça, et puis faire du sport. Voilà, tout est lié, quoi. Sport, plein air, contact des gens, différentes personnes. Sur les skis, tout le monde est du même niveau. Qu'on soit ouvrier, débutant, grand PDG, sur les skis, il n'y a pas plus de dégourdis. Et alors, on se demande tous, qu'est-ce que vous faites l'été? Ah, l'été. Alors moi, j'avais une entreprise, je faisais des maisons. Je construisais des maisons. Il y a de tout. Il y a des moniteurs de ski qui l'été travaillent sur des plages. Ils sont plagistes. Il y en a qui travaillent guide de montagne, aspirant guide. Il y en a qui travaillent dans des restaurants. Ils ont des plages. Nous ici, beaucoup ont des plages, travaillent sur des plages. Donc il faut avoir un deuxième métier, effectivement. Alors, la semaine prochaine, des élèves vont arriver. Ouais. La saison va vraiment s'ouvrir. Comment ça se profile pour vous? Mais très bien, il y a un bon remplissage parce que la neige est excellente. C'est vrai que demain, je crois qu'ils nous annoncent encore une petite chute de neige naturelle. Donc, ce qui va compléter le travail qui a été fait effectivement par la SEM avec les canons neige. Donc, ça va être vraiment un plus et les gens vont arriver. Surtout qu'après, je crois qu'à partir de jeudi, il y a du beau temps. Donc, derrière, ça va être super, quoi. Voilà. Bon, eh bien, on va vous souhaiter une très bonne saison. Merci à vous, Jean-Louis. Vous aussi, merci beaucoup. Bonne saison pour vous aussi. Alors, vous avez aussi profité de cette journée pour faire une activité after-ski, hein? C'est ça, on est parti vers 17h30 pour une activité raquette nocturne. Donc on s'est baladé dans la forêt, vous allez voir, c'était vraiment sympathique. Nouvelle semaine, nouvelle activité, nous sommes à Isola 2000 et on vous emmène avec nous pour une balade en raquette nocturne. Alors Quentin, quel est le programme ce soir ? Et du coup on va partir par là-bas, par derrière nous dans la forêt, et puis on va descendre le long de la rivière qui s'appelle le Chastillon. Et puis une fois qu'on arrive tout en bas, on a une petite dégustation de produits locaux avec du saucisson, du vin chaud, tout ça. Et à la fin on a un bus qui vient nous chercher, qui nous remonte à la station pour que chacun puisse aller dormir chez soi. Allez venez, c'est parti. Il fait à peu près moins 8 degrés, la poudreuse est bien présente, mais tout se passe bien. Ça fait maintenant plus ou moins 1 heure qu'on marche. On a quitté les pistes de ski petit à petit pour s'enfoncer dans la forêt. Il fait un peu froid, mais il y a un vin chaud qui nous attend. Alors voilà, après 1h30 de marche, notre balade touche à sa fin. On se dirige vers un chalet pour déguster des spécialités locales, saucissons, fromage et vin chaud. Et on profite de ce petit vin chaud pour se réchauffer. On est avec Christian qui encadre cette animation. Alors Christian, à qui s'adresse cette activité ? À tout le monde. C'est vraiment une activité, la marche. C'est de la marche avec des raquettes aux pieds. Et vraiment, de 7 à 77 ans, comme disait Tintin, on peut effectivement venir faire de la raquette. C'est relativement ludique. Le principe de la raquette, c'est de se promener dans la poudreuse et puis de découvrir un peu le milieu montagnard. Une activité pour le moins sympathique, et si jamais il y a des intéressés parmi nos téléspectateurs, combien doivent-ils compter pour une balade de ce type ? Alors l'activité ne coûte pas très cher puisqu'elle coûte seulement 10 € pour 2 heures d'activité. Elle a lieu 2 fois par semaine dans la station le mardi et le jeudi soir. Super, merci. Merci à vous. Votre émission Le Réveil de l'info est déjà terminée. Merci à tous. On se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous.